11 mai. Rien ne me manque de ma vie d'avant. Cette évidence me traverse alors que j'étale du miel sur les blinis. Rien. Ni mes biens, ni les miens. Cette idée n'est pas rassurante. Quitte-t-on si facilement les habits ajustés à ces 38 ans de vie? On dispose de tout ce qu'il faut lorsque l'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Je repère un phoque à la jumelle, à 2 kilomètres. J'approche par un long contournement, prenant soin de rester à contre-jour. Une faille de 5 mètres est ouverte entre lui et moi. Y flottent des morceaux de banquise détachés qui font office de pont flottant. Je saute de l'un à l'autre en équilibre. J'arrive à 100 mètres du phoque lorsqu'il disparaît, avalé par son trou, dans un clapot sec. Ce soir, les petits chiens passent 2 heures à courir après une bergeronnette qui fait preuve d'une patience remarquable. Puis, ils se disputent une patte de chevreuil. 12 mai. Une journée au Cèdre du Nord. Regarder le ciel à 6 heures du matin, allumer le feu en lui murmurant des mots gentils et sortir puiser de l'eau. Noter que le thermomètre indique -2 degrés. Manger un blini arrosé de thé brûlant. Regarder le lac à travers la vapeur du thé. Le regarder encore, mais à travers la fumée du premier cigarillo. Finir la promesse de l'aube en mangeant les baies d'Irina. Rendre visite aux 4 fourmilières qui encadrent ma cabane à 300 mètres les unes des autres et surveiller les travaux de consolidation. Chercher à la jumelle la tache noire des phoques au soleil. Dessiner la lampe à huile en essayant de rendre la transparence du verre. Réparer le fourreau du couteau abîmé dans la marche d'avant-hier. Couper du bois, nourrir les chiens avec la pâtée de silure, faire cuire la cacha du soir, attraper en 40 minutes au trou de pêche les 2 poissons qui l'accompagneront. Penser à ce qu'aurait pu être cette journée si mon être chéri, la seule personne sur cette terre qui me manque, même quand elle est près de moi, avait daigné être là. Ne pas penser aux raisons qui l'ont poussé à ne pas venir. Se saouler doucement à cause de l'impossibilité de ne pas y penser. Se réjouir de la tombée de la nuit qui va cacher le bois de ma gueule. 13 mai. Il pleut et il fait froid et les ramures des cèdres ruissellent, vernissées. La beauté ne sauvera jamais le monde, tout juste offrira-t-elle de beaux décors pour l'entre-tuerie des hommes. Un silence gris est posé sur le lac. Que couve ce jour mou? Un sursaut de l'hiver? Non, le printemps est trop engagé. Ce qui est beau avec les saisons, c'est que chacune laisse poliment sa place. Aucune ne s'accroche. Vers 5 heures, enfin, il se passe quelque chose, les nuages s'ouvrent. Le bleu du ciel dissout l'ouate. La masse grise se disloque et des écharpes de brume prennent la taïga à la gorge. Vite, un verre, que la vodka m'aide à mieux saisir la subtilité de ces transformations. Ah, si j'avais du vin. La Kedrovaya fera l'affaire tout de même. Au 5e shot, je comprends ce qui se passe à l'intérieur du nuage. 14 mai. Le temps. Tiens, il est passé. 15 mai. Penser qu'il faudrait le prendre en photo est le meilleur moyen de tuer l'intensité d'un moment. Je reste au carreau pendant 1 heure, alors que l'aube en fait des tonnes. La cabane est le wagon de reddition où j'ai scellé mon armistice avec le temps. Je suis réconcilié. La moindre des politesses est de le laisser passer. D'une fenêtre à l'autre, d'un verre à l'autre, entre les pages d'un livre, sous les paupières closes, la grande affaire est de s'écarter pour lui ouvrir la voie. Les bergeronnettes grises font leur nid à l'angle nord-est du toit. Les chiens ont renoncé à leur faire la peau. Assis à ma table, je regarde la glace mourir. Le manteau est ravagé. La masse est infectée par l'eau. Des plaques noires marbrent la surface. Le lac souffre et ne sait pas qu'il y a des hommes à son chevet. Je suis membre de l'armée des veilleurs. La journée est ponctuée de mesures dont le battement constitue un solfège. L'arrivée de l'oiseau à 8 heures, le balayage de la toile cirée par un rai de soleil à 9h30, le jeu des petits chiens à la tombée du jour, l'apparition des phoques au milieu de l'après-midi, le reflet de la lune dans le seau. La mécanique est parfaite. Ces rendez-vous insignifiants sont les immenses événements de la vie dans les bois. Je les attends
Je les espère. Lorsqu'ils adviennent, je les reconnais, les salue. Ils me confirment que le poème respecte la métrique. Les anciens Grecs guettaient pareil changement de l'atmosphère. Soudain, quelque chose agissait. Le Dieu se manifestait. Ce saisissement de l'être devant l'apparition d'un rayon de lumière. Gâtisme ou sagesse? Le bonheur devient cette chose simple. Attendre quelque chose dont on sait qu'il va advenir. Le temps se fait le merveilleux ordonnateur de ces surgissements. En ville, principe contraire. On exige une efflorescence permanente d'imprévisibles nouveautés. Il faut que les feux d'artifice de la nouveauté interrompent sans cesse le déroulé des heures et éclairent la nuit de leurs bouquets fugaces. En cabane, on vit au rythme du métronome, plus qu'à la lueur des feux de Bengale. Les chiens se satisfont des éternels recommencements. Dès que se profile l'événement, ils bavent d'impatience. Qu'advienne l'imprévu, que surgisse un visiteur, ils grondent, aboient, attaquent. L'ennemi, c'est la nouveauté. Parfois, les révélations proviennent du fond de soi. Il ne s'agit plus d'un tressaillement devant les signaux du monde, mais d'un élan intérieur, du jaillissement d'une idée, d'un fulgurant désir. L'homme se sent alors un terrain habité où luttent dieux et démons. La pluie à nouveau dans l'après-midi. Les nuages arrivent de l'ouest et stagnent au-dessus de la vasque. Là-bas, dans la plaine russe, les réserves d'humidité semblent inépuisables. Des corbeaux rasent la surface et lâchent un cri. Les gouttes crépitent sur les bardeaux. La taïga a l'allure des armées à l'arrêt. La nature traverse une passe dépressive. Pour moi, coincé vivant dans mon cercueil en bois, les heures redoutables surgissent avec le soir. Les fantômes, les remords profitent de la pénombre pour se glisser dans mon cœur. Ils lancent leurs opérations au moment où la lumière baisse à 19h. Il faut de la vodka pour les repousser. Passage en revue des réserves. J'ai 22 litres de Kedrovaya et 3 litres de vodka au poivre, 12 Partagas et 5 boîtes de Zigarios, 20 par boîte. De quoi combattre les démons quelques mois. Le courage serait de regarder les choses en face. Ma vie, mon époque et les autres. La nostalgie, la mélancolie, la rêverie donnent aux âmes romantiques l'illusion d'une échappée vertueuse. Elles passent pour d'esthétiques moyens de résistance à la laideur, mais ne sont que le cache-sexe de la lâcheté. Que suis-je? Un pleutre, affolé par le monde, reclus dans une cabane, au fond des bois. Un couard qui s'alcoolise en silence pour ne pas risquer d'assister au spectacle de son temps, ni de croiser sa conscience, faisant les 100 pas sur la grève. 16 mai. Le ciel s'ouvre enfin. J'agis en russe. Cela faisait 3 ou 4 jours que je me tenais léthargique derrière le carreau. D'un bond, je me lance dehors, les chiens au basque, le sac sur le dos et 3 jours de provisions dedans. Les Russes s'organisent ainsi, de longues journées de langueur, entrelardées de détentes agissantes. La glace tient encore bon. Je coupe vers le cap des cèdres du milieu avec l'objectif de remonter la vallée qui y débouche. Je saute les failles en prenant une marge de plus en plus grande car l'épaisseur se réduit sous le rebord des lèvres. Une averse s'abat. Je me mets à l'abri dans la forêt des premiers âges qui recouvre le cône d'épandage alimenté depuis des millions d'années par la rivière que je convoite. J'enfonce dans les mousses. Des rubans de lichen feutrent le dessous des arbres. La forêt tient du marais à la Walter Scott et des sous-bois du monde perdu. Le soleil apparaît et tire des faisceaux dans les vapeurs. Les bouleaux alignent des nefs d'ivoire. Les rhododendrons de Daouri diffusent une odeur de vieille femme très propre qui tranche avec les relents des souches éventrées par les ours. La forêt souffle son haleine. Les chiens, affolés par ces profusions, ne savent plus où donner. La boîte de Pandore a été entr'ouverte et les odeurs se sont exfiltrées. La taïga sibérienne est une jungle froide. La reine des elfes apparaîtrait avec sa suite, écartant de sa main les rideaux de lichen. J'en serais à peine étonné. Derrière une ligne de saules étrangement alignée, je découvre une saignée recolonisée par les arbrisseaux. Il y a 20 ans, une piste reliait un camp de géologues au lac. À 700 mètres d'altitude, la station mentionnée sur la carte est toujours là. 4 isbats défoncés et 2 wagons de tôle rouillés entre les baliveaux. Au nord s'ouvre une double vallée dont les talwegs sont séparés par une arête de pierre. Je m'échine dans un pierrier
encombré de pins nains. Les branches rampent sur les pierres, opposant un mur souple, infranchissable. Je redescends dans la combe et, chaussant les raquettes, m'élève jusqu'à la base de la dorsale rocheuse. Vers 1000 mètres d'altitude, un replat semble convenir au bivouac. Un orage s'abat. Toute l'eau du ciel sur notre terrasse de schiste et de granit. Les éclairs terrifient Aika et Beck. Je cache les piolets et les crampons à 100 mètres en contrebas. Les chiens sont pelotonnés sous un bouleau. Je les admire, ces petits êtres qui partent en montagne, heureux de vivre, sans provision ni projet de retour. Je coupe des bardeaux de pin nain pour molletonner la terrasse, puis 3 heures durant, tente de faire partir un feu de bois gorgé d'eau. Quelques pages du Neveu de Rameau finissent par prendre. Pas la première fois que Diderot déclenche des incendies. Une flamme anémique s'élève d'un petit tas d'écorce râpée, séchée contre ma peau. Le feu, pauvre animal blessé par l'orage. Je le fais grandir brindille par brindille. La flamme vacille, et j'ai des émotions de réanimateur cardiaque. Elle gonfle, c'est la victoire. Je souffle à m'en étourdir et obtiens un brasier. Les chiens viennent se chauffer à ces lueurs. Au moment où je monte la tente, une nouvelle ondée. Je me replie sous ma toile mal tendue. La grêle allume des milliers de diamants dans la fraction des éclairs. La tente ploie, ne rompt pas, s'inonde. Pendant que la tempête s'acharne sur la montagne et sur ma paroi de nylon, j'apprends que Diderot aimait se reposer chaque soir dans la douce lumière du palais royal. Le vent tombe, l'orage passe, les étoiles reviennent, les chiens s'ébrouent, un doux vent sèche la tente et, comble de la joie, des braises en tenue. Je réanime le feu et me couche, une fusée anti-ours amorcée près de ma tête pour le cas d'une visite. Aika et Beck enlacés dessinent dans la nuit sibérienne le symbole du yin et du yang. 17 mai. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Les petits chiens accueillent mon lever. Ils doivent espérer pitance, mais je n'ai rien d'autre qu'un peu de pain. L'idéal serait qu'ils rentrent à la cabane. Ils ne le feront pas et restent dans mes jambes. Les chiens nous prennent pour leur dieu et leur mère, c'est-à-dire leur maître. Je plie le camp et monte le long de l'arête pendant 5 heures. Les chiens gémissent quand un ressaut les arrête. Aika alors trouve un passage et guide son frère, plus malhabile. Le fil se redresse et à 1600 mètres, j'atteins la couche de neige durcie. Aika et Beck, assis sur un bloc, regardent le lac. Au sommet, à 2100 mètres, il fait un froid de zec. Vers l'est, le cœur de la réserve naturelle se dévoile. La chaîne de montagnes qui longe le Baïkal s'affaisse sitôt passé le revers de crête. La perspective s'étrécit vers le nord, parallèle au rivage. Le Baïkal, camé, serti dans une chasse. Vers l'est, les vallonnements déroulent des forêts de pins gris tachetées de lacs et striées d'affluents. Le climat qui régit ces taïgas est plus sévère qu'au bord du lac. Les compagnies de bûcherons asiatiques louchent sur ces virginités. Les Chinois rêveraient de posséder ces réserves de bois et d'eau. Elles leur tiendraient lieu de deuxième Mandchourie puisqu'ils ont épuisé les fruits de la première. Dans l'histoire des hommes, aucune masse démographique n'a côtoyé très longtemps un espace dépeuplé et riche en ressources. L'histoire répond aux lois de l'hydraulique. Dans l'hypothèse d'un jeu de vases communicants entre la Chine et la Sibérie, la Mongolie tiendra le rôle de valve. Si ces taïgas deviennent le terrain d'une guerre de contrôle, mon sommet fera un bon poste de verrouillage. Les Chinois auront l'avantage du nombre et de la faim. Les Russes, celui de la rusticité et de la haine à l'égard de tout ce qui menace Matrodina, la mère patrie. Les petits chiens, le nez dans la fourrure, dorment profondément. Nous redescendons par le canyon le plus au nord. À mi-hauteur, les parois se resserrent et une rupture de pente à 45 degrés m'oblige à tailler des marches dans la neige. Les chiens gémissent, incapables de passer. Puis Aika se jette dans la pente, comptant sur moi pour l'arrêter. Je la reçois puis bloque la chute de Beck. La technique imaginée par la petite chienne est la bonne et nous arrivons au pied du mur. Dans le bas de la vallée, je rejoins mes traces de la veille. Elles sont coupées par une coulée d'ours. Il est passé récemment. Les empreintes sont profondes et la bête ne semble pas avoir manifesté le moindre intérêt pour ma trace. À la lisière du bois, le torrent se libère. La langue de neige qui le recouvrait s'interrompt, crachant son flot d'eau claire. Je fais un feu pour me sécher
et dort au soleil délicieux. Retour au lac par la piste des géologues. Le soleil et les nuages jouent aux échecs. Ils placent leurs pions sur l'échiquier de marbre. Les masses blanches et noires se déplacent à l'allure des charges cavalières. 18 mai. À midi, je quitte la cabane vers l'amont de la Vallée Blanche, cette combe coudée et plantée de mélèzes qui fend la montagne à 1 kilomètre au nord de chez moi. En haut de l'arête rocheuse, d'où coulent des draperies de pierriers, l'œil prend mesure des ravages du printemps. Le lac est dévasté. Pour atteindre le sommet qui s'élève au-dessus de la cabane, il suffit de suivre l'arête. Sous un soleil de Liban, je passe les clochetons et les gendarmes de granit hercynien, pourris à la moelle. Les blocs que les pins nains n'arriment pas à la pente roulent sous mes pas et j'ai peur d'écraser les chiens. Au soir tombant, après 500 mètres de fil terminal lardé de couloirs de neige, je suis au sommet, à 2000 mètres, devant l'arcature de la chaîne baïkalienne, couronnée à 100 km au nord par le mont Tchersky. Des arêtes rocheuses s'étoilent aux 4 vents. Les aires fondues sont couvertes d'une toundra de lichen prisée par les cerfs. Au petit col effilé, légèrement en contrebas, un ours est passé il y a quelques jours. Se tenir là, au sommet. Les montagnes, je les admire. Elles gisent, indifférentes, elles se contentent d'être. Le soïste de Hegel est la plus intelligente parole prononcée devant l'incommensurable. J'aime l'idée d'être monté découvrir ce qui se trouve de l'autre côté de mon domaine. Le Baïkal est une vasque fermée, recélant ses propres espèces, régie par son climat. Les habitants vivent sur ses bords comme autour de la place d'un village. La plupart d'entre eux ne sont jamais montés jeter un regard derrière les herses de la place forte. On peut se contenter de ne jamais sortir du vase, ou bien décider d'aller voir. Les Cosaques d'Ivanov, arrivés du couchant, atteignirent un jour ces crêtes portant fusil et poignard. Ils se juchèrent sur l'arête et découvrirent d'un seul embrassement, distante de 4 ou 5 heures de marche, la mer Baïkal, dont les peuplades des taïgas devaient leur parler depuis le Yenisseï. Par les pentes malaisées et les couloirs instables, je gagne un bon replat, planté de pins nains à 1600 mètres, et y passe une nuit divine, entre les chiens, le lac, les cimes et les étoiles d'un feu qui voudrait rejoindre leur sœur sidérale. 19 mai. Le retour est rapide. Nous glissons par les couloirs jusqu'aux premiers arbres de la Vallée Blanche. Un vent puissant souffle du nord, excitant les chiens. Un orage se prépare. Je suis dans le hamac, cigare aux lèvres et le chant du monde de Giono sous les yeux quand il éclate. En quelques secondes, la tempête descend des montagnes. Le vent ouvre à coups de dents la plaine de glace. En 10 minutes, la débâcle ruine les efforts de l'hiver pour ordonner le monde. Le printemps est un spectacle qui devait consterner les généraux prussiens. C'est un Russe qui a célébré son sacre. La glace se disloque, l'eau regagne la liberté. Elle taille des chenaux entre les plaques ou submerge les morceaux de banquise. La pluie ne trouve pas le chemin de la terre. Les traînées d'eau remontent au ciel dans les tourbillons de vent. Dans la confusion, les cèdres font des signaux d'effroi. À Caïbec, on trouvait refuge sous le perron de l'auvent. Les ouvertures d'eau libre tranchent de leur anthracite sur les éclats de banquise en déroute. Les rafales brouillent les eaux de risée. Un arc-en-ciel naît à la pointe du cap et trouve appui au milieu du lac. Sous sa courbe s'encadrent des nuées d'ébène massées au septentrion. Les éclairs fusent au moment où le ciel se referme. Seul un ray ensanglante les crêtes bourriates, une ligne qui soutient le socle du plafond d'encre. Je viens d'assister en 10 minutes à la mort de l'hiver. L'orage porte sa dévastation au sud. Le lac se remet. Dans l'air frais, sous un ciel satiné, la houle libérée soulève les plaques de glace à la dérive. Les éclats de l'ancien vitrail se disloquent au moindre contact dans un froissement de soie rêche. La débâcle a libéré la pulsation du lac. J'installe le tabouret sur une plaque de banquise et passe la soirée à dériver lentement. Les eaux sont revenues. Les eaux sont revenues. Plus rien ne sera comme avant. 20 mai. En ce premier matin de la libération des eaux, les bergeronnettes se livrent à un exercice d'illusionnisme. Elles sautillent sur l'invisible pellicule d'1 millimètre de glace qui recouvre les pans d'eau libre. Vers midi,
La pluie tombe drue et son tambourinement sur l'humus est voluptueux. La terre boit son soul. Les rivières atteignent presque le lac. Seul un ourlet de glace masque le contact entre les torrents et le littoral. Dans des années, dans des siècles, ces eaux auxquelles je m'abreuve seront brassées par les houles de la mer polaire. Quand on considère le trajet d'un flocon, des crêtes jusqu'au lac et du lac à la mer par le chemin des fleuves, on se sent piètre voyageur. J'enlève à Aeka 2 tiques qui lui sucent le sang. La vie est affaire de tribus prélevées, et ce sont les plantes qui, en dernier recours, paient pour tout le monde. 21 mai. Les morceaux de banquise éclatés vont se déplacer pendant 1 mois au gré des vents et des courants. La masse opérera des allées et venues et il est possible qu'un jour ma baie se rebouche. Ce matin, le lac est une plaine liquide. Pas un glaçon sur l'huile noire. Je pars avec les chiens vers la rivière Lednaïa, à mi-chemin entre ma cabane et celle de Volodia, pour y tenter la pêche. Sur la grève, les événements des derniers jours ont libéré la vie. Le jour est plein de mouches. Je fais la sieste sur des galets chauffés. Sur les talus, des bouquets d'anémones piquettent le sable. Des canards se sont abattus sur les plans libres, avides d'amour et d'eau fraîche. Ils prenaient du bon temps au sud. Quand les chiens courent vers eux, ils décollent pathétiquement. Les hommes ont d'abord imité les oiseaux pour construire des avions. Les canards, eux, imitent les premiers avions. Les rives sont agitées par un meeting aérien permanent. Des aigles planent, les oies patrouillent en bande, les mouettes enchaînent les piquets et des papillons tout étonnés de vivre titubent dans l'air. 48 heures ont suffi au printemps pour confirmer son putsch. Dans la forêt, le sentier tracé par les ours et les cervidés est dégagé. Il longe la rive à quelques mètres derrière l'orée. La rivière Lednaïa est encore recouverte d'une large allée de glace. Les petits chiens aboient soudain. Un ours en contre-haut du talus rocheux passe la tête dans les rhododendrons. Je retiens Aeka par le cou. Son frère se terre dans mes jambes. Le courage a été injustement réparti dans cette portée. Les Russes sont formels. En cas de rencontre, ne pas s'enfuir, ne pas regarder la bête, ne pas faire de mouvements brusques, se retirer sur la pointe des pieds en murmurant des choses rassurantes. Le problème réside dans l'inspiration. Que dire à l'ours ? Je n'ai rien préparé et reculant doucement ne trouve que ceci. « Casse-toi mon gros lapin ». L'injonction marche, il se retire en fourrageant les taillis. La pêche me donne 2 ombles au débouché de la rivière. Nous rentrons par les grèves. Je marche avec les fusées de détresse amorcées dans la main. Les plages et les bandes de glace littorales sont constellées de traces d'ours. Je n'ai pas peur, je sais qu'ils ne m'agresseront pas. En cas d'inquiétude, se pénétrer des dernières pages de Robinson Crusoe, où Defoe décrit la taciturne indifférence de ces bêtes. L'ours se promenait tout doucement, sans songer à troubler personne. J'atteins la cabane, répare ma mouche, nourris les chiens, prépare mes 2 poissons, lance mon couteau contre le mur et me couche avec le chant du monde de Giono. Giono pratique l'inversion des valeurs en vigueur chez tous les êtres convertis aux lois naturelles. Il personnifie les choses et naturalise l'homme. Chez lui, les fleuves ont des jambes et les coureurs des bois, des corps comme des rochers. « 22 mai. Une allongée d'eau libre de 500 mètres de long court le long de la grève. Le vent y distribue ses gifles. Au-delà de la ligne d'eau, les grumeaux de glace flottent, poussés par le vent d'ouest. Les plaques se désagrègent dans un crépitement de sucre imprégné de champagne. Le lac a libéré un parfum de sexe. Ceux qui creusent, ceux qui percent,